Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir, c'est très sympa. Il y a quand même un peu de monde à ce que je vois. Ah oui, on est quand même déjà 16 personnes sur le live. Alors à qui j'ai pas dit bonjour? J'ai pas dit bonjour à Jacques et à Cathy. J'ai pas dit bonjour à Le Finnois. Sinon à qui j'ai pas dit bonjour aussi? McCall. Bonjour McCall. Fixou c'est bon. Et je suis très content parce qu'il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Donc je m'attendais à avoir 5-6 personnes. Et puis en fait... Ah, SLP 7592, salut. Ton pseudo me dit quelque chose. Ouais, je crois qu'on se connaît. Je crois qu'on se connaît. Hello David ST. Hello Tregui. Ok, super. Super, super. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que l'image est correcte? Ok, super. Super. C'était à 2 minutes avant le live, c'était la panique totale. Il n'y avait rien qui marchait. OBS était planté. J'avais un écran en panne. Les webcams marchaient pas. Enfin bon, c'était l'enfer. Mais je suis content que ça fonctionne. Alors on va démarrer ce petit live. Mais avant de démarrer, je voudrais quand même faire quelques petits remerciements à deux trois personnes qui sont peut-être présentes sur le chat. Parce que si on est aujourd'hui 16, c'est parce qu'il y a eu un peu de pub de fête. Et donc, je voudrais remercier notamment Yorzian, je pense pas qu'il soit là ce soir, qui a été le premier follower. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement Rocune, qui a fait de la pub, qui a fait beaucoup de pub. Donc, merci à lui, c'est vraiment sympa de sa part. Il y a Fixou aussi, Fixou Lab, que je voudrais remercier, que je connais pas très bien, mais qui a l'air motivé pour cette chaîne. Donc, donc voilà, et puis je voudrais remercier toutes les autres personnes présentes sur le chat et qui ont suivi, qui suivent cette chaîne. Donc merci, vraiment merci à vous tous. Alors, de quoi on va parler ce soir? Il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie présentation de la chaîne. Et ensuite, alors la présentation de la chaîne va durer environ 5 minutes, ça devrait être assez rapide. Et puis ensuite, il y aura une partie un peu plus longue sur l'historique, un peu l'histoire de l'informatique. Et j'essaierai de vous faire un petit peu participer dans le chat avec quelques devinettes. Bonsoir Rogue One, bonsoir David ST. Oui, c'est le premier live, c'est le first. Donc je suis un peu stressé, mais ça va bien se passer, je pense. Donc il y aura donc comme ça deux parties, et une deuxième partie avec un peu histoire de l'informatique, avec quelques devinettes. Alors, on va attaquer directement avec le but de cette chaîne. Alors le but de cette chaîne, c'est en fait d'essayer de reproduire un ordinateur et de faire revivre un ordinateur mythique des années 70 qu'on appelle le PDP-11. Alors beaucoup d'entre vous connaissent cette machine et il y en a une partie d'entre vous qui ne connaissent pas du tout cette machine. Alors c'est une machine qui est mythique. On va voir pourquoi dans la suite du live. Mais avant ça, je voudrais vous parler de cette idée qui m'est venue en 2018, où je me suis demandé est-ce qu'il est possible de reproduire un PDP-11. Alors j'ai étudié un petit peu la question,
Et puis, a priori, oui, c'était techniquement possible. Donc en 2019 j'ai attaqué, j'ai commencé. Et j'ai travaillé à peu près pendant 2 ans sur le projet pour arriver en 2021 à une version fonctionnelle. Quand je dis fonctionnelle, c'est que j'avais un PDP-11 qui fonctionnait comme un PDP-11 et qui a passé tous les diagnostics du constructeur. Donc j'étais plutôt content. Et donc en travaillant après en 2021 sur cette version, je me suis aperçu quand même qu'il y avait quelques petits problèmes. Et donc j'avais deux possibilités, ou bien je continuais avec cette version en ayant une version un petit peu moyenne, ou bien je décidais de refaire une autre version, une version V2. Et quitte à faire une version V2, je me suis dit autant faire profiter des gens sur le net. Et c'est la raison de ma présence ici ce soir. J'avais envie de partager avec vous cette expérience de reproduire un PDP-11. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer très rapidement là, quelques cartes qui ont été faites pour la version 1, qui vont être refaites qui vont être refaites pour la version 2. Alors je répondrai, je vois que le chat il bouge pas mal, je vais répondre au chat tout à l'heure. Donc je vais vous montrer quelques cartes qui ont été réalisées pour la version 1 et puis je reviens vers vous dans une minute à peu près environ. Euh, donc pour la version 1, voilà, j'avais fait un backplane. Donc c'est simplement des connecteurs, des séries de connecteurs. Il y avait deux cartes qu'on appelle des terminateurs Unibus, hein, une carte mémoire et puis une carte processeur qui est un peu différente de l'original, mais dont le principe de fonctionnement est rigoureusement identique au PDP-11. Hop. Alors, je vais prendre le temps de répondre un peu au chat parce qu'il j'ai du retard là. Tac tac tac. Alors, salut Fiat Minimis, j'avais pas vu ton message. Sur le... Alors, David ST, c'est une reproduction, pas une émulation. C'est un mix des deux. On verra, on verra. On verra plus en détail. Euh, on verra plus en détail ce point-là en fait. PDP Maker date d'avant ou après l'idée du streamer. Non, je pense que le PDP Maker vient du moment du stream. C'est quand j'ai eu l'idée du stream. Fiat Minimis. Alors, l'idée de la V2, c'est d'aller jusqu'au bout, hein, donc jusqu'au boîtier avec les boutons, etc. Donc, alors non. Réaz Rego, bonjour. J'ai pas vu ton pseudo. Non, c'est pas les mêmes composants. C'est des composants plus modernes. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit compatible. C'est-à-dire que les cartes que j'ai faites peuvent aller dans le véritable PDP-11 et les cartes que j'ai faites peuvent aller dans le véritable PDP-11 et les cartes du PDP-11 peuvent se monter sur le rack, enfin sur le backplane, Alors, Fiat Minimis, il y a
il y a plein de questions qui vont être posées ce soir auxquelles je pourrais pas répondre tout de suite parce que sinon le live va durer 3 heures. La réponse est oui. Oui, je vais les produire. Mais, euh, mais, euh, mais là, ben, ce soir, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, notamment toutes les questions techniques, parce il y a énormément de questions qui peuvent se poser, et qui sont légitimes. Donc, je vous propose en fait de vous montrer ce que c'est qu'un PDP-11 pour ceux qui ne connaissent pas, et notamment de vous montrer en fait le PDP-11 à travers tous les autres PDP qui sont aussi des ordinateurs qui sont aussi des ordinateurs. Treggy, tu peux dire autant de choses que tu veux, il n'y a aucun problème. Je suis très content quand le chat bouge parce que c'est le but. Sinon, ça sert à rien de faire du Twitch. Mais, mais je vois pas ton message complètement. Mais effectivement, j'ai pas du tout l'entraînement nécessaire pour suivre le chat, le changement des écrans, OBS, Twitch, les notifications qui bipent de partout. Donc, euh, donc effectivement, c'est un petit peu compliqué à gérer, au moins ce soir, parce que j'ai pas vraiment l'habitude. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que les PDP en général. Alors, Julien 23 TW, bonjour, bonsoir. Alors, hop, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Et normalement, là, vous devez voir la famille des PDP. Bah ça, voici ce que c'est que les PDP. Donc, ce sont des ordinateurs d'ancienne génération quand même. Hein, c'est pas récent. Euh, c'est pas récent. Et donc, je vais vous montrer maintenant le PDP 11 qui va nous intéresser aussi plus particulièrement ce soir. Le voici, le voilà. Et donc, je sais que plusieurs d'entre vous, ah oui, c'est énorme. C'est vraiment de la grosse, c'est de la grosse machine. Hein, c'est pas, c'est de la grosse machine. Et ça s'appelle des MIDI ordinateurs, effectivement. Oui, il y en a un qui est sponsorisé apparemment par Linky, effectivement. Il y en a un qui est sponsorisé par Linky, ça doit être ça. Donc, ok. Alors concernant ces PDP, en fait, là je vous propose de remonter un peu dans le temps, enfin un peu beaucoup même, parce qu'on va remonter en 1957. On va remonter en 1957, on va remonter à l'origine des PDP. Alors, on est donc en 1957. On est en 1957 et à cette époque, l'informatique concerne essentiellement les grosses entreprises. Et le marché, il est dominé par deux entreprises, dont une très connue aujourd'hui qui s'appelle IBM. Je pense que tout le monde connaît IBM aujourd'hui. Voilà. Et une autre société qui s'appelle Univac, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait des ordinateurs pour les grosses entreprises. Alors, c'est des machines qui coûtent extrêmement cher, qui sont très complexes à manipuler. Enfin, c'était vraiment pas pratique comme machine. Et 2 ans auparavant, donc en 1955, IBM a décidé d'utiliser le mot computer, donc ordinateur, pour, désigner ces machines qu'ils installaient dans les grandes entreprises. Je parle de ça maintenant parce que ça va jouer un rôle pour la suite. Donc le mot ordinateur, enfin computer, il a été utilisé par IBM. Et
Donc pour désigner ces machines qui sont très coûteuses, genre 1 million de dollars je crois à peu près, donc 1 million de dollars c'est à peu près le prix d'une machine. Et puis donc en 57, il y a deux ingénieurs du nom de Ken Olsen et Harlan Anderson qui décident de créer leur entreprise qui va s'appeler Digital Equipment Corporation, autrement dit appelé DEC, que beaucoup d'entre vous connaissent donc. Et ils ont un souhait, en fait, ils souhaitent viser le marché des entreprises un petit peu plus petites, parce ils se sont aperçus que mince, ils se sont aperçus que bah, le marché des moyennes entreprises était encore libre pour l'informatique, et donc ils vont essayer de pénétrer ce marché avec des machines un petit peu plus petites. Ils ont un autre but. Ils ont un autre but, c'est de faciliter l'interaction avec les utilisateurs, parce que les ordinateurs faits par IBM et, IBM et Univac sont pas super pratiques à utiliser, c'est un peu compliqué. Donc eux, ils vont essayer de faire des ordinateurs un peu plus simples à utiliser. Alors, la première année de la société digitale, ils vont faire des cartes électroniques qui ont une taille à peu près de 8 par 16 et qui comportent quelques éléments, quelques composants électroniques de base, transistors, résistances, condensateurs, qui réalisent des fonctions très basiques pouvant être utiles aux ordinateurs. Et en assemblant toutes ces cartes ensemble, en assemblant des dizaines et des dizaines et voire même des centaines de cartes, on arrive à faire des ordinateurs qui sont manifestement un peu gros, mais on y arrive quand même. Donc voilà, voilà ce que fait la société digitale la première année. Et en 59, Digital va sortir son premier ordinateur. Et là, il se pose un problème. Il se pose un problème de marketing. Le marketing de Digital ne veut pas utiliser le mot ordinateur pour désigner l'ordinateur de chez Digital. Parce que à cette époque, le mot ordinateur est trop associé à IBM et aux machines que font IBM. Donc les grosses machines coûteuses, etc. Donc il faut absolument trouver une solution pour trouver un autre nom pour leurs ordinateurs. Et du coup, ils vont décider d'appeler leurs ordinateurs des Programmed Data Processor, PDP. Programmed Data Processor, c'est pour dire qu'effectivement, enfin c'est vraiment une autre façon de désigner un ordinateur. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une autre façon de dire ordinateur sans le dire. Donc le but c'est vraiment de ne pas associer le mot ordinateur à l'entreprise digitale pour bien se démarquer du marché des grosses entreprises et des grosses entreprises et des gros ordinateurs faits par IBM et Univac. Et donc ils vont créer leur premier ordinateur. Voilà, voilà. En évitant donc ce mot ordinateur bien trop associé à des machines très coûteuses. Et là, j'ai perdu le live, voilà. Alors, leur premier ordinateur va s'appeler le PDP-1, donc Programmed Data Processor. J'ai une petite image ici.
PDP, comment dire ordinateur sans dire ordinateur. Exactement, c'est ça. En fait, fallait surtout pas. Le mot ordinateur était proscrit chez Digital. Il fallait pas, il fallait pas du tout prononcer le mot ordinateur. C'était un truc, c'était pas, non, c'était pas jouable. Alors, une petite remarque avant d'aller plus loin. Je vais parler un petit peu du PDP-1. Je vais rester un petit peu sur le PDP-1. Je passerai très rapidement par contre sur les autres PDP. Sinon ça durerait, demain on est encore là quoi. Mais sur le PDP1 je vais expliquer un petit peu plus de choses. Salut Bila001, ça va? Donc je ne passerai pas autant de temps sur les autres PDP que sur le PDP1. Donc je vais sauter par exemple le 2, 3, 4, 5, 6 quasiment. Et puis ensuite on s'arrêtera un petit peu sur le 7, un petit peu sur le 10 et évidemment un petit peu sur le 11 parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire dessus. Alors le PDP-1, donc il est sorti en 1959. Donc c'est un ordinateur. À l'époque on n'utilise pas encore l'octet. C'était pas utilisé l'octet, on ne connaissait pas l'octet, donc on avait des tailles de mots, des mots binaires. Chaque société faisait ce qu'il voulait. Et notamment, par exemple, Digital, pour son PDP-1, a utilisé des mots binaires de 18 bits. Voilà. Les grosses entreprises IBM et Univac, en face, utilisaient des mots de 36 bits. Le PDP-1, il utilisait des mots de 18 bits. Voilà. Ça n'a pas été un super succès, mais ils en ont quand même vendu une cinquantaine à 120 000 $. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. On avait des bouchées avalées par le calculateur. Ouais. Mais le byte, chacun faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Donc le byte n'a pas toujours fait 8 bits. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Oui, exactement. Il y avait des bytes qui existaient, mais ça faisait pas forcément 8 bits. Punchraf, bonjour, bonsoir à toi. Merci d'être là. Et donc voilà, le PDP-1 a été vendu à 50 exemplaires. C'est pas un succès commercial exceptionnel, mais bon, c'était leur premier ordinateur. Et pourtant, le PDP-1 a marqué un petit peu son époque, parce qu'il y a eu des choses de fait dessus intéressantes. Et j'arrive à deux petites devinettes. Alors, là je vais faire marcher le chat. D'après vous, il y a quelque chose a été fait sur le PDP-1 qui avait jamais été fait auparavant. Alors, c'est pas exactement le cas. On va dire que c'est le deuxième ordinateur sur lequel on avait réalisé un programme particulier. Et programmer un jeu vidéo au lieu de l'implémenter. Spaceware. Alors je vois qu'il y a des connaisseurs. Effectivement. Spaceware, qui est un des premiers jeux vidéo, a été réalisé sur PDP-1. Voilà, donc ça se jouait. Non, Moonlander, non, je pense pas. Ah bah tu vois, Bila, tu vois que tu connais les réponses. et, donc Spaceware était un des premiers jeux vidéo et ça se jouait à deux, en deux joueurs, donc qui utilisaient, je sais pas si est-ce qu'on voit ma souris? Ouais, on voit ma souris apparemment. Très Guy, merci pour le compliment. J'ai essayé de faire du mieux que je peux pour le premier live. T'inquiète pas, ça sera sûrement le bordel dans les prochains. Donc est-ce que vous voyez ma
Est-ce que oui, ma souris, quand je bouge la souris sur le... A priori oui, mais j'en suis pas sûr. Ah, ok. Donc il y avait un panneau de commande et donc le Spaceware se jouait à 2 joueurs en manipulant des interrupteurs qui étaient sur le panneau de commande. Et, 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 euh, et donc du coup ça a été aussi l'occasion pour d'autres personnes de faire aussi des choses un petit peu plus pratiques et donc de créer des boîtiers avec des manettes. C'était aussi un petit peu le début des premières manettes de jeu. Donc voilà, pour aider, pour faciliter l'accès au Spaceware. Alors je vous mettrai dans le lien, je vous mettrai dans le chat des liens vers, vers le mince, une vidéo sur le PDP-1 pour ceux que ça intéresse. Mais avant de vous mettre la vidéo, je vais vous poser une deuxième petite question. D'après vous, quelle, quelle est la résolution de l'écran qu'on voit sur la table, là, celui qui est hexagonal? SLP, en fait, il y avait 2 joueurs physiques qui manipulaient les interrupteurs qui étaient sur le panneau de contrôle et qui regardaient l'écran qu'on voit sur la photo au fond, sur le bureau du fond. Et donc là, la nouvelle petite devinette, c'est des employés de bureau. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent quand même pas mal, hein. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent pas mal. Ouais, alors effectivement, c'était une résolution assez importante, puisque déjà en 1959, c'était du 1024 par 1024. Voilà, c'était que du monochrome, mais c'était déjà. Moi, quand j'ai appris ça, la résolution, ça m'a un peu bluffé. Donc, ouais, donc pour moi, ça me semble énorme, hein. 1024 par 1024, c'est vraiment important. Donc voilà, donc ça c'était le PDP-1. Donc je vais vous mettre un lien vers une vidéo, si ça marche. J'arrive à copier le, si j'arrive à copier le lien, si j'arrive à copier le lien correctement, tac tac tac. Hop, voilà. Alors Tregui nous fait une explication un peu technique sur les écrans rasterisés et vectoriels. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces informations techniques. Je vous ai mis un petit lien vers une vidéo sur le PDP-1 qui explique quand même pas mal de choses. Alors voilà ce que je voulais dire à peu près sur le PDP-1. Donc on va pouvoir passer aux autres machines. Là on va passer beaucoup plus rapidement dessus. Alors le PDP-2, il est né en on ne sait pas. En fait, le PDP-2, ça a été abandonné par Digital. Euh, ça a été abandonné par Digital pour une raison que je ne connais pas. Et c'était prévu d'avoir un ordinateur en 24 bits. En 24 bits. Donc voilà,
C'est possible de monter le son du micro. Là, je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond. Par contre, je peux rapprocher le son du micro. Est-ce que c'est un peu mieux là? Si, ok. Et donc le PDP-2, bah, du coup n'a pas été vendu. Il n'y a pas eu de PDP-2 dans la nature. Le PDP-3, il est rigolo. Il est rigolo. Il est sorti en 1960. Et en fait, c'est une commande un peu particulière de la CIA qui avait besoin d'un ordinateur 36 bits. Le problème, c'est que Digital, bah, ils avaient pas d'ordinateur 36 bits. Par contre, ils avaient un PDP-1 qui était 18 bits. Donc ils se sont dit, bon, 18 bits, 36, si on en met deux, je pense que ça fera un ordinateur 36 bits. Ils ont pris deux PDP-1, ils ont groupé ensemble deux PDP-1, ils ont fait le PDP-3 qui était 36 bits, donc en combinant deux PDP-1. Et donc il n'y a eu qu'un exemplaire de vendu pour la CIA. Le PDP-4, lui, il est sorti en 1962. C'était un vilain bricolage. Ouais, c'était un vilain bricolage. Mais ouais, bon, je ne sais pas s'il est devenu le PDP-3, hein, donc s'il a été vraiment beaucoup utilisé ou pas, hein. Comme quoi, les commerçants qui vendent des trucs chelous, ça date pas d'hier. Effectivement, ouais, non, ça a toujours existé, hein. Donc le PDP-4, il est né en 62. C'est aussi un ordinateur 18 bits. Et en fait, c'est une évolution du PDP-1. Ils ont modifié la mémoire, le type de mémoire. Ils l'ont mis à une mémoire un peu plus lente, ce qui leur a permis d'avoir des prix de revient beaucoup plus faibles. Et du coup, de vendre, je crois, à peu près le PDP-4 à environ 2 fois moins cher que le PDP-1. Pareil que pour le PDP-1, le PDP-4 s'est vendu à quelques dizaines d'exemplaires. Le PDP-5. Le PDP-5, lui, il est né en 63. Alors là, on arrive sur une autre type de machine qui est un petit peu plus petite, puisqu'en fait, c'est des machines 12 bits. C'est la première machine 12 bits de digital. Et le fait qu'elle soit un petit peu plus petite, donc elle est moins chère. Et comme elle est moins chère, elle va commencer à se vendre un petit peu mieux au niveau de digital, puisqu'ils en ont vendu environ 1000 exemplaires. Donc décolle un petit peu. Je reprends le chat un petit peu. Manque plus que James Bond sur la photo. Ou j'ai loupé un truc, mais j'allais dire Colombo. Bon, j'ai pas suivi là. Alors en fait, elles sont, elles sont pas forcément moins puissantes, mais en fait, ils cherchent un petit peu leur créneau, je pense, et ils cherchent à vendre, à en vendre le plus possible. Donc, ils cherchent un petit peu un coût de revient un petit peu plus faible pour pouvoir en vendre plus. On va le voir d'ailleurs avec le PDP-6 qui lui a été un échec total, qui est né en 64 et qui est un ordinateur 36 bits, donc ouais, qui est beaucoup plus gros. C'était vraiment beaucoup plus gros. Et là, du coup, ça a été un échec commercial parce qu'en fait, ils en ont vendu que 23. C'est, c'était vraiment un loupé. Par contre, c'est le précurseur du PDP-10 qui lui aura un succès un peu plus tard, qui est déjà plus connu. On arrive au PDP-7.
Alors le PDP-7, il y a quand même 2-3 petits trucs à dire. Donc le PDP-7, il est sorti en 64. C'est une évolution du PDP-4, donc qui est en 18 bits, qui est un peu plus. Là cette fois, il est il est un peu plus rapide. Ils ont amélioré les choses. Alors c'est pareil, je survole les points techniques. Hein, je rentre pas trop dans les détails. Mais le PDP-7 et donc le PDP-7, il va se vendre environ à 120 exemplaires, mais il y a une devinette sur le PDP-7. Qu'est-ce qui a été fait sur le PDP-7? Qu'est-ce qui a été réalisé sur le PDP-7? Alors tous les ordinateurs effectivement oui, c'était fait avec des cartes transistors discrets, tout à fait. Et effectivement, ouais, c'est la toute première version d'Unix, et à l'époque c'était même Unix qui s'écrivait CS. Sur la version PDP-7, c'était Unix en version CS, et c'est Unix V0, effectivement. Le modem, non, je pense que le modem existait avant. Les ordinateurs pouvaient communiquer par modem, je pense que ça se faisait déjà avant le PDP-7. Mais le PDP-7 a contribué à la création d'Unix. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Ken Thompson et Dennis Ritchie. Et à l'époque, le petit OS, il était écrit en assembleur et en langage B, qui posait quand même quelques petits problèmes. Très unique, c'est Internet, on peut dire. Ok. Donc voilà, à peu près pour le PDP 7. A priori, je pense que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu l'histoire. Ceux qui suivent Emile connaissent effectivement. Alors, a priori, sur le compilo B, il y a une première version qui a été faite en PDP-7, et après, je crois que il y a une autre version qui a été refaite en PDP-11, mais enfin, pour moi, c'était sur le PDP-7, c'était du langage B. Il y avait un petit bout en langage B, et ensuite, sur le PDP-11, ils ont amélioré le langage B en langage C. Et je crois. Par contre, si effectivement je dis des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. Hein. Il y a pas de, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Ouais, voilà. Donc, ah oui, effectivement, le langage B, c'était avant le langage C. Ouais, tu vois. Et ouais. Bah, ça vient de là, ça vient de cette époque-là, donc en 64, sur ces machines, c'est des vieilles machines vraiment historiques. Hein, donc, alors je vais vous mettre un lien sur la machine PDP-7. Tac tac tac. Faut que je retrouve mon lien. Voilà. Hop, ça arrive. Et pour ceux qui souhaiteraient voir le code source d'Unix V0 en PDP-7, donc je vous mets un autre lien ici. Voilà. Ouais, donc en langage B, c'était vraiment très limité. Hein, il y avait pas grand-chose. Hein, donc c'était vraiment minimaliste.
Ouais, oui, tout à fait. C'est Ken Thompson qui a écrit le langage B bah, justement pour Unix en fait. Donc, non, ouais, oui, oui, tout à fait. D, F Sharp, etc. Ça n'a rien à voir avec. Oui, B, c'est une simplification du BPCL qui existait lui encore avant, qui était encore plus basique, on va dire. Alors, on va continuer notre exploration des PDP par le PDP-8, qui est aussi une machine. Alors, le PDP-8, il est sorti en 65 et c'est effectivement une machine 18 bits. Et alors, donc ça c'est une amélioration du PDP-5 qu'on a vu tout à l'heure, qui avait eu un petit succès puisqu'il s'était vendu à 1000 exemplaires le PDP-5. Et alors, le PDP-8, ça a été un carton commercial. Il y en a eu partout. Ils en ont vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. La question c'est combien ils en ont vendu. Combien il y a eu de PDP vendus, PDP-8 à peu près vendus par digital. Ah oui, oui, bien sûr, le PDP-8 est une machine 12 bits. Ah oui, pardon. Oui, tout à fait, c'est 12 bits, tout à fait. C'est ouais, tout à fait. C'est une erreur dans le slide. Je suis désolé. C'est bien 12 bits. C'est bien 12 bits. Oui, tout à fait. C'est le successeur du PDP-5 hein, qui était en 12 bits. C'est pas une machine 18 bits, tout à fait. C'est alors plus de 40 000. Ouais, effectivement, c'est plus de 40 000. Ça a été vraiment un carton. Ils en ont vendu 50 000. Environ 50 000 exemplaires vendus. Donc ça a été vraiment un succès, euh, un succès commercial important. Je vais vous mettre aussi un lien pour le PDP-8. Hop. Alors, j'arrive pas à copier le lien, je sais pas pourquoi. Hop. Alors oui, oui, effectivement, c'est des machines que, enfin moi, le PDP-8, je voudrais bien en avoir un. Au même titre que le PDP-11, il y a la personne qui a fait le kit PDP-11 a fait aussi un kit PDP-8 il y a quelques années. C'est vraiment et c'était vraiment bien fait, hein, c'était vraiment bien fait. Si, ah oui, si c'était plutôt fiable, oui, oui, c'était vraiment, c'est incroyable. C'était vraiment. Alors Frenchcraft, je sais pas s'il en existe encore beaucoup des PDP-8 en fonctionnement aujourd'hui, mais je sais qu'il existe encore des PDP-11, mais il y en a vraiment plus beaucoup, hein, donc les PDP-8, je suis pas sûr. Peut-être, peut-être. Mais ouais, le PDP-8, ça a été un truc, c'était vraiment grand succès, hein. C'était vraiment énorme, hein. Ouais, 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 4 kilos, ouais. Qui tournait au-dessus de 4 kilos. Ouais, donc, ouais, c'est. Les développeurs de l'époque, enfin pour moi, les développeurs de l'époque étaient quand même très balèzes parce que moi j'ai vu du code PDP-11 pas mal, j'en ai étudié pas mal et franchement bravo parce que avec très très peu de mémoire, ils faisaient des trucs d'enfer quoi. Alors je vais passer au PDP 9. Alors le PDP 9, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Alors le PDP 9 est né à 66, est sorti en 66. C'est par contre lui une machine 18 bits. Donc c'est le successeur du PDP 7, qui était à peu près deux fois plus puissant que le PDP 7.
Mais voilà, il y a eu 400, quand même 400 exemplaires de vendus. Moi, il me faut marrer les développeurs de jeux modernes. Il n'y a pas que les développeurs de jeux qui me font marrer. Bref. Et donc le PDP-9, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il était deux fois plus du copier-coller. Oui, oui, c'est ça, du copier-coller. Il y a un peu de copier-coller. Ça marche très bien. Euh, Donc le PDP-9 était deux fois plus puissant que le PDP-7, mais ça n'a pas été non plus un succès exceptionnel, quoi, on va dire. On arrive au PDP-10. Alors le PDP-10, il est un petit peu plus intéressant. Il est né en 66 et c'est une machine 36 bits. Ah, un oscillo en haut à droite. Alors attends, je reviens dessus. Hop. C'est possible, oui, oui. Sur le PDP-9, ouais, c'est possible que ça soit un oscillo. Le, Beaucoup de ces machines étaient utilisées dans des laboratoires de recherche ou dans des labos, donc c'est possible que ça soit un oscillo en fait. Mais j'en suis pas sûr. Alors ça, ils en ont vendu des palettes. Des PDP-10. Ouais, alors PDP-10, effectivement, donc il est sorti en 66, c'était une machine 36 bits. Et là, a priori, moi, je vais poser une question, mais tout le monde a la réponse, je suppose. Donc, où est-ce qu'on retrouve le plus de PDP-10? Où est-ce que le PDP-10 a été beaucoup utilisé? Je vous laisse répondre. Dans le garage de Lefinois. Oui, aussi, si, oui, tout à fait. En fait, on retrouve beaucoup de PDP-10 dans le réseau ARPANET. Il a énormément contribué à ARPANET. Et donc, effectivement, les universités, voilà, il a vraiment participé au début d'ARPANET avec son copain le PDP-11. Ouais, soupir, ouais, oui. Bah oui, on aimerait tous avoir un PDP-10 chez soi, mais c'est pas, faut un peu de place quand même. Faut un petit peu de place. Euh, je vais vous mettre un lien sur. Bah, je vais vous mettre enfin, j'ai un lien Wikipédia sur ARPANET. Ceux qui veulent voir un petit peu ARPANET, on y voit qu'il y a une carte. Et, euh, et on voit que le PDP-10 a vraiment été beaucoup utilisé sur ce réseau, qui est un peu le tout début d'Internet en fait. Ils ont programmé aussi le basique là-dessus. Peut-être, c'est possible. Ah, hop. Tac, tac. Alors, voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ARPANET et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le PDP-10, je mets aussi un lien. Tac. Qui a vérifié, ok, ouais. Désolé si je réponds pas, si je rebondis pas à toutes les remarques du chat. C'est vrai que j'ai pas encore vraiment l'habitude. Ah ouais, le PDP-10 servait beaucoup pour la cross-compile de trucs. Ah ouais, mais un peu plus tard peut-être. Ouais, oui, oui, je confirme que tout le monde a rate. Et donc la devinette elle est passée et ils en ont vendu environ 1500 exemplaires. Donc il y en a eu quand même pas mal, hein. C'était pas.
Faut mettre le chat plus gros sur ton écran. C'est possible, je sais pas si je peux l'agrandir plus que ça, je pense. Tout ça, ça fait partie des choses que je vais apprendre à découvrir dans les lives prochains, je pense, parce que... Ok. Ok, donc c'est effectivement un peu mieux en augmentant un petit peu la fonte. Ok. Et bah, du coup, on arrive au ce sacré PDP-11 qu'on retrouve en photo ici et qui lui est né en 1970. 1970 et donc c'est effectivement là il y a plusieurs choses à dire. C'est le premier PDP qui va utiliser des circuits intégrés en fait. Jusqu'à maintenant euh, jusqu'à maintenant les ordinateurs, les PDP utilisaient des cartes avec des transistors comme je disais au début du live. Euh, et le PDP-11 il va utiliser des circuits intégrés. Et en fait, une carte avec des transistors était du coup intégrée dans une petite puce de quelques centimètres carrés. Et c'était vraiment une révolution. Et du coup, ça a permis de mettre bah, beaucoup plus de transistors dans une machine et d'en faire une machine beaucoup plus puissante que les précédentes. Et notamment le langage de la machine, donc le langage machine a beaucoup évolué par rapport aux machines précédentes. Et le langage assembleur du PDP-11, c'est vraiment, je sais, s'il y en a qui connaissent, confirmeront pas, c'est très intéressant. C'est vraiment c'est très puissant comme langage. Et pour moi, c'est un des plus beaux, des plus beaux langages d'assembleur que je connaisse. J'en ai essayé quelques-uns et le PDP-11, c'est vraiment super. Si quelqu'un a des commentaires à faire sur l'assembleur PDP-11, je suis preneur. Ça m'intéresse. Alors les ronds blancs, oui, effectivement, ce sont des bandes magnétiques. Ça s'appelle des deck tape. Donc là, il y en avait deux. Donc, et alors le PDP-11 et le PDP-11 est aussi la première machine en 16 bits et donc qui peut aussi travailler en octet. Donc, enfin, ça fait des tonnes de modes d'accès, dont plein qui ne servent à rien. Ah, ah, l'exemple de code assembleur, alors j'en ai pas sous la main là, mais ça peut se trouver facilement, ça peut se trouver facilement. Je t'en enverrai, je t'en enverrai, Bila. Je sais comment te joindre, donc t'inquiète pas, je t'en enverrai. Oui, concernant les modes d'accès, ouais, il y a plein de modes d'accès, et enfin, je trouve que c'est vraiment un beau, c'est une belle machine, hein. Franchement, au niveau processeur, il y a eu une belle évolution avec ce qui était fait avant. Et enfin, pour moi, il y a une grande souplesse dans l'assembleur du PDP-11. Et alors, le 68 000, j'en ai fait un tout petit peu. Je me souviens plus trop du 68 000, mais je crois que le 68 000, ouais, c'était pas mal. En tout cas, je préfère largement ces assembleurs-là à de l'ARM par exemple. Donc, ah, excellent lien, Treggy. Ouais, merci. Je pensais, ouais, effectivement. Il a fait tout un cours sur le PDP-11 et sur l'assembleur PDP-11. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour le lien.
il y a des trucs chelous, genre index. C'est pas si chelou que ça, hein. C'est très utile ça. C'est très utile. Donc, c'est très utile. D'ailleurs, French ça fait partie des choses que j'aborderai, pas dans le prochain live ni dans le suivant, hein. Ça fera partie des choses que j'aborderai bien plus tard. Mais on étudiera le fonctionnement vraiment du processeur et on verra qu'il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes. Ah, alors, McCall, j'ai fait le test, oui, effectivement, c'est n'importe quoi. ChatGPT, euh, que ça soit sur digital, les PDP, j'ai fait des tests, c'est n'importe quoi. Il est très mauvais là-dessus. Donc les PDP il connaît pas, l'assembleur des PDP il connaît pas du tout. Ouais, donc voilà, donc ça va progresser les IA, mais pour l'instant tous ils connaissent pas tous, ils connaissent pas tous. Alors par contre le PDP-11 ça a permis quand même une chose importante, c'est qu'en fait au niveau de la taille, vous avez pu remarquer que c'est pas beaucoup plus petit que les autres, alors qu'en fait, les puces qui sont dedans, a priori, elles sont beaucoup plus petites. Et en fait, ils ont préféré avoir le nombre des, comme le dit French Rap, je crois, augmenter le nombre de puces. Ils ont des cartes avec plein de puces, donc augmenter la puissance dans un volume à peu près similaire, plutôt que de faire une machine plus petite. Et du coup, ça permet d'avoir des machines très puissantes. C'est en tout cas plus puissante que ce qui se faisait avant, quoi. Alors il y a un lien qui a été mis par ok, par Rocune. Ah, je connaissais ce lien, ouais, tout à fait. Et donc ça a permis d'augmenter la puissance des compilateurs. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire l'amélioration du langage B en langage C, qui est beaucoup plus complet que le langage C. Et donc c'est ce qui a aussi permis l'évolution des OS, et notamment des OS multitâches multi-utilisateurs comme Unix. Et donc c'est Unix a vraiment été développé sur PDP-11, sur différents modèles de PDP-11, parce qu'il y a plein de modèles de PDP-11. Mais c'est aussi parce que le langage C a existé, enfin, et donc a permis l'évolution des OS. Mais il y a aussi l'électronique présente dans le PDP-11, notamment tout ce qui est MMU, qui a été aussi amélioré, qui joue un rôle important dans les OS modernes. Et donc le PDP-11 a vraiment contribué à améliorer les OS, notamment Unix, qui plus tard a été ah, il n'y a pas de MMU sur tous les modèles de 11. Oui, tout à fait, c'est exact. Oui, Monique, c'est Monique, on parle bien de Monique. Voilà, les FPU, MMU sont parfois optionnels, parfois complètement manquants, mais même sur le 1120, qui est le premier modèle, Digital avait sorti quand même un MMU basique. Il y a un MMU basique. MMU, c'est Memory Management Unit. En gros, ça va permettre justement de faire du mapping de mémoire et aussi de protéger l'accès à la mémoire. Et donc d'éviter que... Alors Monique, tu connais pas. Monique, c'est un terme utilisé par un streamer qui s'appelle Emile et qui utilise le terme Monique pour désigner la MMU. C'est effectivement un petit peu compliqué à suivre, mais, euh, oui, donc le MMU, ça gère l'accès à la mémoire
Alors c'est une sorte de NAT pour la mémoire, ouais, c'est bien vu, mais c'est pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça en fait. Donc ça gère pas mal de choses. Et on verra dans les lives suivants comment on épluchera le MMU du PDP-1145 dans les moindres détails. Et donc on verra que ça fait pas que c'est pas seulement la translation d'adresse. Et donc, Unix est devenu un best-of des OS dans les années 70, un peu grâce aux années 70 et 80, grâce au PDP-11. Et Unix a donné des petits, puisque aujourd'hui on a beaucoup de Linux qui héritent plus ou moins d'Unix, et Android qui vient du monde Unix, iOS, etc. En fait, dès qu'on utilise aujourd'hui une tablette, un téléphone, enfin un site internet, on utilise quelque chose qui vient beaucoup du monde Unix. Et le monde Unix vient du PDP-11. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, bah, c'est aussi grâce au PDP-11. Donc voilà, c'est le PDP-11. Il est mythique pour ça en fait. C'est qu'il a vraiment permis de faire évoluer l'informatique et les OS modernes et les OS modernes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le PDP-11? Ah oui, si. Par contre, la qualité des webcams à l'époque, ouais, non, c'était pas Twitch, c'était un peu dégueu, ouais, je confirme. Pire que maintenant. Euh, alors, il y a une petite histoire sur le PDP-11 que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. S'il y a des gens qui me contredisent, enfin, si certains pensent que je dis une bêtise, n'hésitez pas parce que j'ai pas pu vraiment vérifier mon information. Mais il y a eu un OS qui s'appelait RSX 11 sur PDP, qui était un OS multitâche, multi-utilisateur, et qui a été repris, qui a évolué ensuite sur le successeur du PDP-11, qui est le VAX, et l'OS du VAX qui était le VMS. Et donc le VMS a repris des bouts de code, enfin un peu le modèle du RSX. Et apparemment, il semblerait que Microsoft s'est inspiré exactement, c'est ce que j'allais dire. Et VMS a fini en WinNT, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et donc Windows, en fait, il y a un petit bout de Windows qui vient de VMS. Et tout ça, ça vient aussi, et VMS lui aussi hérite aussi du PDP-11. Et donc voilà, donc inspiré ou pilé, je sais pas, mais oui, oui, tout à fait, voilà, exactement. French Raf. C'est l'information que j'avais trouvée, mais j'ai pas pu la contre-vérifier avec d'autres sites, avec d'autres sources, etc. Donc j'étais pas sûr de cette information, mais a priori, oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que inspiré, ouais, inspiré. Et donc le Windows NT en fait a été un peu pompé sur VMS. Et donc il a pas cherché, il a fait WinNT avec des indiens de l'infra de VMS. Ouais. C'est voilà. Donc même dans Windows, qui vient pas directement du monde Unix, et ben en fait on hérite aussi du PDP-11 quelque part. Donc ah oui, oui, le copier-coller d'une société à une autre, ça marche bien. Hein, ça permet de faire des choses. Alors, il y a juste un truc qui m'avait toujours semblé intéressant, c'est dans les années 80, les premiers PC qui sortaient, c'était il y avait du MS-DOS et c'était des OS monoutilisateur. Alors non, non, après le PDP, c'est pas le PC, pas tout de suite. Mais, donc les premiers OS sous PC c'était donc MS-DOS, Microsoft DOS,
et on se, on se contentait très bien de travailler sur un système monotâche, mono-utilisateur. Mais je mets ça en regard de ce qui se passait dans les années 70, c'est-à-dire 10 ans auparavant, on avait déjà des OS beaucoup plus puissants et qui faisaient déjà des OS multitâches, multi-utilisateurs en fait. Et pendant très longtemps, même dans le monde Windows, bah, c'est resté, enfin les versions Windows 95 et Windows 98, c'était pas vraiment ça quoi. Donc, enfin c'était vraiment, enfin c'est toujours pas ça d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Mais je trouve qu'il y a eu des OS qui ont été bien mieux conçus dans les années 70 que dans les années 80. Mais ça c'est, euh, mais ça c'est, mais ça c'est un point de vue personnel. Alors je reprends un peu le live parce que là ça bouge beaucoup. C'était pas le même prix, oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'était pas le même prix, c'est sûr. Windows 3, 3.11 qui était du multitâche coopératif, bien sûr, oui, oui, donc pour moi c'est multitâche coopératif, c'est pas du multitâche, c'est une bidouille. Enfin, je pense ça. Mais... 82, non, le PC, peut-être, j'ai pas de, alors pour le PDP-12, la suite du PDP-11, on va voir ça, peut-être pas. Donc voilà, le PDP-11 a été vraiment un- comment dire, un, un ordinateur qui a vraiment marqué son époque et qui a donné vraiment le comment dire, qui a vraiment marqué les OS, les OS. Ah, la capture a merdé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci sur le, sur le stream ou? Oui, le PDP-11, c'est la naissance du langage C et c'est à partir du langage C qu'on a quasiment, c'est de là qu'on a tout écrit, tous les autres langages de programmation. C'est vraiment quasiment le père de tous les langages, hein. Le C++ est arrivé le C++, il a été fait à partir du langage C. Java, bah, c'est pris à partir du C++. C Sharp, c'est du copier-coller de Java au début. Enfin bon, c'est c'est vraiment la machine qui a vraiment lancé l'informatique moderne, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Et il y a un problème avec le mot arrière. Ada c'est bien. Alors je connais pas Ada. Je connais pas Ada, j'en ai entendu parler. Je sais pas sur quoi se base, sur quel langage se base Ada, mais, euh, mais dans les langages de programmation modernes, c'est effectivement enfin, le père de ces langages, c'est quand même un peu le langage C qui est vraiment un point de départ pour plein de langages différents, quoi. Alors, alors, le PDP-11, le PDP-11, donc ça a été un succès monumental. Est-ce que quelqu'un sait combien de PDP-11 ont été vendus à peu près? Ça peut se trouver sur le net rapidement, mais bon, c'est histoire de faire travailler le chat. Pas assez. Oui, effectivement, beaucoup, ouais, énormément. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, tout à l'heure on a parlé du PDP-8 qui était un vrai succès commercial. Il y en a eu donc 50 000 de vendus.
Le PDP-11, bah, c'est un peu plus, c'est un tout petit peu plus. Il y en a eu plus de 600 000 exemplaires. Donc ça a été vraiment un carton, il y en a eu partout des PDP-11. Voilà, donc ça a été vraiment un carton. Et à tel point qu'en fait le successeur du PDP-11, enfin il y a une machine qui a succédé au PDP-11 directement. Alors, la marge financière sur les PDP-11, je connais pas. Franchement, là, j'ai pas cette info là. Mais le successeur du PDP-11, qui est un ordinateur 32 bits, qui s'appelle le VAX, qui a été aussi lui un énorme succès chez Digital, à peu près autant d'exemplaires de vendus. La clientèle des VAX avait imposé à Digital d'avoir un mode de compatibilité avec le PDP-11 pour ne pas avoir à réécrire leur programme qui avait été développé sous PDP-11. Ils voulaient garder sur les VAX, ils voulaient garder un mode qui soit compatible PDP-11 parce qu'il y avait énormément de soft qui avait été développé dessus dans plein d'entreprises dans le monde entier, etc. Et donc en faisant évoluer leur machine vers des VAX, ils voulaient garder leur code et donc avoir un mode de compatibilité vers le PDP-11. Ouais. French, il était quand même plus de 10 fois moins cher. C'est possible. J'ai pas les tarifs. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Digital, dans les années 80, avec le PDP-11 et le VAX, et ben en fait, ils étaient le deuxième constructeur mondial d'ordinateurs. Ils étaient juste derrière IBM. Le premier, c'était IBM, et ensuite, il y avait Digital. Donc, moi non plus, je m'en fais pas pour eux. Donc, ça va. Ils étaient plutôt bien. Ça va. C'était. Alors, je vais vous donner des liens vers différents PDP-11 parce qu'en fait, bah, il y en a eu plusieurs modèles. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ouais, 11800 pour un PD11, enfin peut-être, c'est possible, ouais. Je connais pas les tarifs, mais un vrai PDP-11 aujourd'hui, ça coûte, je sais pas, ça coûte une fortune, ne serait-ce qu'une carte, une carte de PDP-11, un bout de carte, ça coûte déjà très cher, donc, ouais, donc alors je vous donne des liens sur le PDP-11. Alors il y a plusieurs modèles et vous verrez que l'aspect physique des PDP-11 a vraiment évolué dans le temps aussi. Donc le premier lien c'est le PDP-11-20 qui est le premier modèle qui est sorti par Digital. Le deuxième c'est ce qu'on appelle un micro PDP-11 et le troisième c'est encore un autre modèle qui s'appelle le PDP-11-34. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. 33 euros les cartes, les quad 8 avec une couche Enig. Alors le PDP-1 on le voit tout le temps avec son fameux écran, mais jamais mais les suivants jamais. Oui, tout à fait. Alors c'était des serveurs, effectivement, on branchait des terminaux dessus. Donc écran clavier, on se connectait sur l'ordinateur. On pouvait se connecter à plusieurs sur un ordinateur en fait. Alors c'est marrant French Craft, moi il me semble que j'avais payé vachement plus cher chez JLC PCV, mes cartes. Il me semblait que j'avais payé le double.
je suis un peu surpris du tarif. Oui, donc c'était des ordinateurs sur lesquels on branchait des terminaux écran clavier. Euh, et on branchait effectivement plusieurs terminaux sur une seule machine. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là ou je continue avec la suite? Ou est-ce que vous voulez arrêter maintenant sur le PDP 11 ou est-ce que vous voulez que je continue avec les autres PDP qui sont derrière? Alors oui, très geek, ouais, ça m'intéresse. La création de MUD. Alors effectivement, si tu peux nous en dire plus, ça m'intéresse. Alors McCool qui dit continue, ok, bah dans ce cas-là je vais passer au suivant. Je regarde si j'ai rien oublié sur le PDP 11. Non, je pense que c'est bon. Alors sur les autres PDP, ça va aller relativement vite, hein. Il y a pas grand-chose à dire dessus. Alors le PDP 12, bah, lui il est sorti en 69, juste avant le PDP 11. Donc je pense qu'ils ont eu, je sais pas pourquoi le PDP 12 est sorti avant le PDP 11. Je pense que Digital a retardé un petit peu la sortie de son PDP 11. Il devait pas être, il devait pas être, il devait pas être au point. Ou en tout cas, ils voulaient le fiabiliser peut-être un petit peu plus. Et du coup, en 69, ils ont préféré sortir le PDP 12 avant le PDP 11. Voilà, donc premier jeu de rôle multi. Ah bah écoute, Traggy, c'est une information effectivement intéressante. Merci pour l'info, je ne connaissais pas. Je lirai avec attention ce lien que tu mets dans le chat. Ah ouais, ah ouais. Bah effectivement, les machines faites par Digital, par DEC, donc tous les PDP en fait, ils ont à part quelques-uns, mais enfin en tout cas le PDP mince. PDP 10 a eu beaucoup de succès, le PDP 11 n'en parlons pas, le PDP 8 il a servi à plein de choses aussi. Alors, French Raf qui dit que le PDP 12 est un PDP 8, effectivement c'est aussi une machine 12 bits avec un déconvertisseur analogique digital. Première version de en gros. Bah, effectivement, merci Tregui pour les infos. C'est vraiment c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cette partie du PDP-10. Donc, merci de nous avoir fait partager ça. Et donc oui effectivement le PDP, donc le PDP 12 qui est aussi un successeur du PDP 8. Alors je sais pas dans quoi, je me demande s'il n'a pas été utilisé dans l'industrie le PDP 12. Mais en tout cas il s'est vendu à peu près à 700 exemplaires, donc c'est pas non plus. Ça correspond à l'offre Link. Alors effectivement je n'ai pas parlé du Link, sinon ça aurait fait un peu long. Mais oui il y a un lien avec le Link. Mais voilà je voulais pas en parler ce soir du Link. PDP 14 parce qu'en fait PDP 13 a priori n'a pas existé. Alors je me demande si le PDP 13 n'est pas en fait n'était pas prévu être de la suite du PDP 2 qui n'a pas non plus existé.
à savoir un ordinateur 24 bits. Et du coup, j'ai pas trouvé d'infos sur le PDP-13 et on arrive directement au PDP-14 qui est aussi un ordinateur 12 bits et qui a été utilisé PDP-13 à superstition possible. C'est possible. Je, je ne saurais dire. Alors ouais, apparemment le PDP-14 PDP-14 était utilisé comme automate programmable, enfin, avec une taille quand même assez, assez importante. Il saute les numéros 13 aux États-Unis. Donc, bah, oui, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de PDP-13. Donc c'est sûrement la raison. Donc, c'est sûrement la raison de, du manque de PDP-13 dans l'histoire des PDP en fait. Le PDP-15, bah, lui il est né en 70. C'est une machine 18 bits. Il y en a environ eu 400 de vendus. Et c'est la seule machine 18 bits qui a été faite en technologie TTL. La technologie TTL étant des puces intégrées un peu comme le PDP-11. Parce que en fait tous les autres modèles de PDP étaient, faits avec des transistors discrets en fait, des composants posés sur des cartes comme ça quoi. Il n'y avait pas de puce, il n'y avait pas de puce dans les ordinateurs. Donc là je passe du coup assez rapidement sur le sur les machines qui sont sorties après, qui sont quand même moins connues. Alors s'il y a des gens qui ont des anecdotes ou des choses intéressantes à donner sur ces modèles de PDP, je suis preneur. Mais on arrive enfin au PDP-16 qui était né en 71. J'ai pas trouvé la taille des mots utilisés dessus. Je pense que c'est du 16 bits. Je ne suis pas sûr. Je sais pas combien s'en sont vendus et apparemment c'était utilisé comme automate programmable dans l'industrie en fait. C'était des machines qui étaient utilisées dans l'industrie donc pour piloter des process industriels. 70 euros les 5 cartes avec dimension ok plus. Ok. Donc voici, on arrive à la fin des slides. Et donc on arrive aussi à la fin du live. Euh, j'espère ne pas avoir trop bafouillé et avoir été à peu près clair dans mes propos. Euh, j'ai été plus ou moins, enfin volontairement un peu incomplet et très généraliste. J'ai pas voulu trop donner de détails parce que je savais que ça allait être sinon un peu trop long, trop long. Donc voilà. Donc je voudrais encore remercier toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, tous les gens qui ont participé au chat. Ceux qui veulent suivre la suite des événements de cette chaîne peuvent suivre la chaîne sur, sur Twitch. Il y a un compte Twitter aussi qui existe. Il y a une chaîne YouTube où il y aura les replays. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne Twitch. Il y a tous les liens vers tous ces autres sites. Et puis, je voulais vous parler du prochain live. Le prochain live devrait avoir lieu aussi jeudi. J'avais prévu quelque chose et puis en fait, je pense que je vais modifier. Je pense que je vais faire un live je vais vous faire participer beaucoup sur le chat pour me donner des conseils sur l'utilisation d'OBS parce que j'ai quelques petits soucis avec. Donc l'utilisation d'OBS, Twitch
Et puis, s'il y a des questions techniques qui n'ont pas été posées ce soir, auxquelles vous voulez que je réponde, notamment sur ce que vous avez vu très très rapidement sur la V1, la version 1, bah voilà, je pourrais y répondre lors du prochain live. Voilà, voilà. Alors j'espère que vous avez peut-être pas appris grand chose, mais j'espère avoir un petit peu suscité l'envie de continuer sur cette chaîne. PCB Shopper, ok. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux. Franchement, moi je m'attendais pas à avoir autant de monde je m'attendais pas à avoir autant de monde sur le chat et en tant que mince de spectateurs. Donc je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée à tous.